Bon, c'est fou de se dire qu'à 20 ans, on peut être l'un des meilleurs commerciaux de sa boîte, avoir toute la vie devant soi, et du jour au lendemain, Ouais, tout s'arrête net. c'est ça, percuté de plein fouet par un conducteur ivre à 110 km/h, 110, ouais. Un choc frontal. bilan mort clinique pendant 6 minutes. 11 fractures, des lésions cérébrales graves, et surtout, les médecins qui annoncent que remarcher, c'est fini. Face à un truc pareil, la réaction normale, ce serait la colère, le désespoir total, ou une grosse dépression, non? Ce qui serait en fait complètement humain et compréhensible. Totalement. Mais décider consciemment que cet accident est la meilleure chose qui soit jamais arrivée, ça c'est une autre dimension. Donc aujourd'hui, on plonge dans le code source d'un texte qui a vraiment redéfini le rapport au réveil et à la construction de soi. On va parler des extraits de la version française du livre Miracle Morning de Hal Elrod. Et c'est un sujet tellement riche parce que l'idée, c'est pas juste de faire une petite ode à la productivité, genre il faut se lever tôt pour réussir, tu vois. Ah non, pas du tout. On n'est pas là pour faire l'éloge du club des leftos juste pour la frime. Notre mission aujourd'hui, c'est d'explorer la mécanique psychologique et même neurobiologique qui permet de transformer une vraie contrainte quotidienne, le réveil, en un levier pour débloquer le potentiel humain. Combler le fossé entre la vie actuelle et la vie désirée. Tout à fait. Et sans se sentir complètement submergé par la tâche, ce qui est le grand piège du développement personnel. Bon, décortiquons tout ça. Parce que, avant même de parler de méthode, il faut comprendre le catalyseur. Et cette histoire de départ, le traumatisme extrême, elle est cruciale pour comprendre la suite. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça désarme immédiatement notre cynisme. Tu sais, quand on lit des textes sur l'amélioration de soi, il est super facile de lever les yeux au ciel face aux injonctions à la pensée positive du genre souris à la vie. Grave. Le côté tout va bien se passer si tu y crois. Voilà. Mais là, l'approche de l'auteur a été forgée dans un traumatisme absolu. Il ne s'agit pas de nier la douleur, il s'agit d'étudier ce qu'on appelle en psychologie le lieu de contrôle. En fait, la grande majorité des gens ont un lieu de contrôle externe, c'est-à-dire que ce qui leur arrive est la faute des circonstances, de l'économie ou, dans ce cas précis, d'un conducteur ivre. Ce qui est factuellement vrai dans son cas, pour le coup. Exactement. Mais lui, il a opéré un basculement radical vers un lieu de contrôle interne extrême. Il n'a pas seulement survécu physiquement, il a refusé la médiocrité mentale. Il a fini par courir un ultramarathon et doubler ses ventes. C'est cette prise de responsabilité absolue qui forme le socle de toute la méthode. Attends, je t'arrête une seconde. Je veux bien qu'on parle de lieu de contrôle interne quand on a raté un examen parce qu'on a passé la nuit sur Netflix au lieu de réviser. Mais là, on parle d'un accident frontal causé par quelqu'un d'autre. Ce n'est littéralement pas sa faute. Non, bien sûr que non. Comment on peut exiger de quelqu'un qu'il prenne la responsabilité d'un événement sur lequel il n'avait absolument zéro contrôle? C'est pas la porte ouverte à une culpabilisation hyper toxique, ça. C'est une super distinction que tu fais là. Et c'est justement là que le texte opère une rupture super intéressante. La méthode sépare radicalement la notion de faute et celle de responsabilité. D'accord, donc c'est deux choses distinctes. Complètement. Il n'était absolument pas en faute pour l'accident, mais il a compris qu'il était le seul responsable de sa récupération. En fait, la faute regarde vers le passé, alors que la responsabilité, elle, regarde vers l'avenir. L'auteur explique qu'il a refusé de dépenser la moindre calorie d'énergie cognitive à souhaiter que l'accident ne se soit pas produit. Parce qu'on ne peut pas réécrire le passé, de toute façon. Voilà, le cerveau ne peut rien y changer. Et c'est ce qu'il décrit comme la lutte contre le fameux syndrome du rétroviseur. Ah oui, le syndrome du rétroviseur. Autrement dit, cette espèce de tendance lourde qu'on a tous à aborder chaque nouvelle journée en regardant systématiquement dans le passé pour savoir de quoi on est capable aujourd'hui. L'analogie que j'aime bien utiliser, c'est que la vie, c'est comme une main de poker. Il a reçu la pire main possible à 20 ans, mais au lieu de pleurer sur les cartes, il a pris la responsabilité de la façon de les jouer. C'est exactement ça. Et biologiquement parlant, ce syndrome du rétroviseur, c'est un biais d'ancrage. Notre cerveau est une grosse machine à prédiction qui se base sur nos données passées. Pour économiser de l'énergie, il regarde ce qu'on a fait hier pour dicter ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Donc si on a foiré un régime 3 fois, le cerveau se dit bon, tu vas foirer le 4e. C'est ça. Il ancre cette identité d'échec. Sur son lit d'hôpital, l'auteur a dû littéralement exploser ce miroir. S'il regardait dans le rétroviseur, il ne voyait qu'un corps brisé. Il a dû forcer son cerveau à créer une réalité qui n'existait pas encore. Et le postulat de base de tout le livre, c'est que si un être humain peut réécrire son identité physique après une destruction pareille, nos petites excuses du quotidien concernant le manque de temps ou d'énergie le matin, ce sont juste des illusions cognitives. C'est rude, mais c'est l'idée. Et c'est là que le pont se crée avec le quotidien de tout le monde.
Dieu merci, très peu de personnes vivent en accident de cette gravité. Mais on fait tous l'expérience d'une fracture, beaucoup plus insidieuse, non? La dissonance entre la vie qu'on désire secrètement et la réalité un peu morne de notre quotidien. C'est ce que le texte appelle la philosophie du niveau 10. L'auteur cite le conférencier Jim Rohn pour affirmer que notre monde extérieur sera toujours systématiquement le reflet de notre univers intérieur. L'image est d'une clarté redoutable en vrai. Si on évalue les différents domaines de la vie sur une échelle de 1 à 10, la santé, les finances, l'amour, la carrière évidemment, tout le monde souhaite être à 10 partout. Bah oui, personne ne se lève le matin en se disant « Tiens, j'aimerais bien une relation amoureuse médiocre de niveau 4 aujourd'hui, juste assez fonctionnelle pour pas divorcer. » Ben non, personne. Mais le drame, c'est qu'on veut une vie de niveau 10 tout en se contentant d'un niveau d'épanouissement personnel de niveau 3 ou 4. Et l'obstacle numéro 1 qui empêche de combler cet écart, si tu demandes à n'importe qui dans la rue, c'est quoi? J'ai pas le temps. L'excuse universelle du manque de temps. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Parce que je me fais l'avocat du diable 2 secondes. Pourquoi s'infliger un réveil à 5 heures du matin quand on est viscéralement pas du matin, comme l'auteur le pensait lui-même d'ailleurs? Pourquoi pas faire son développement personnel tranquillement le soir? C'est la grande question. Et la réponse s'appuie sur un concept de Steve Pavlina, qui est cité dans les sources. Il utilise une métaphore hyper puissante. La première heure, c'est le gouvernail de la journée. En gros, en s'occupant de soi en premier, on court-circuite toutes les excuses qui s'accumulent fatalement au fil de la journée. Ouais, parce que vers 21 heures, honnêtement, le cortex préfrontal qui gère la volonté et les décisions complexes, il est à sec. Littéralement à sec. C'est l'épuisement de l'ego ou la fatigue décisionnelle. Chaque choix au bureau, chaque frustration, chaque embouteillage pompe de l'énergie cognitive. Donc le soir, c'est le cerveau reptilien qui prend le relais. Il veut quoi? Du sucre, Netflix, son canapé. Penser qu'on va utiliser ce moment d'effondrement pour réécrire ses schémas neuronaux, c'est une erreur stratégique. On a tous connu cette force gravitationnelle du canapé à 20h30. Donc le matin, c'est pas une question de supériorité morale, c'est juste un hack neurobiologique. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que se lever tôt pour scroller sur les réseaux sociaux, ça n'a aucun sens. Il faut une structure avec un impact maximum. Et c'est là qu'entrent en jeu les fameux Life Savers. Exactement. 6 pratiques encapsulées dans l'acronyme anglais SAVERS. Silence pour la méditation, Affirmations, visualisation, exercice, Reading pour la lecture et Scribing pour l'écriture ou le journal. On va pas juste faire une liste, j'aimerais qu'on creuse un peu. Commençons par le S, le silence. Pourquoi le silence direct, plutôt que d'allumer la radio pour se réveiller? Biologiquement, le réveil est violent. On a ce qu'on appelle la réponse du cortisol au réveil, un pic d'hormones du stress pour nous sortir du sommeil. Si on rajoute les notifications ou les infos anxiogènes, le système nerveux sympathique passe en mode combat ou fuite à la minute 1. L'enfer pour commencer la journée. Voilà. Le silence intentionnel vient activer le système parasympathique. Ça calme le pic de cortisol et ça permet de démarrer depuis un état de calme, sans se faire kidnapper par le stress extérieur. Ok, super clair. Ensuite, le A, les affirmations. Là, j'avoue, j'ai toujours eu un gros scepticisme. Tu sais, la personne devant son miroir qui dit d'une voix monotone « Je suis un tigre de la réussite ». Le détecteur de mensonges du cerveau s'allume direct et répond « Non, tu es fatigué et tu vas rater ta réunion ». Et tu as complètement raison, le texte le souligne. Réciter une phrase vide n'a aucun impact. Zéro. Pour que ça modifie les circuits neuronaux, il faut y insuffler une vraie émotion et une physiologie. C'est-à-dire, Les neurosciences nous disent que les neurones qui se déclenchent ensemble se connectent ensemble. Si tu es avachi avec une voix morne, le cerveau n'imprime rien. Il faut se tenir droit, respirer et ressentir l'émotion de la personne qu'on veut devenir. On ne se ment pas sur le présent, on programme l'identité future. c'est du conditionnement presque pavlovien. Ensuite, le V, la visualisation. Souvent caricaturé aussi, genre je visualise une Ferrari, elle va apparaître. Ce qui est magique, mais faux. Ouais. La vraie explication biologique, c'est le système d'activation réticulaire. C'est un filtre dans le tronc cérébral. Il trie les millions de données qu'on reçoit par seconde. Si on visualise le processus, genre se voir en train de travailler avec calme, surmonter un obstacle, on programme ce filtre. Et le cerveau va repérer les opportunités qui matchent avec cette image. Les athlètes font ça tout le temps. Ensuite, le E, exercice physique. Là, c'est simple. Le corps a besoin de mouvement, de faire affluer le sang au cerveau pour libérer de la dopamine, c'est ça?
Ouais, et du BDNF, l'engrais pour nos neurones. Pas besoin d'une heure de muscu, juste quelques minutes pour relancer la machine. Et ça prépare le terrain pour le R, la lecture, histoire d'absorber les modèles mentaux de ceux qui ont réussi, et le S, l'écriture, pour vider la charge cognitive sur le papier. Bon, tout ça est intellectuellement génial, mais redescendons sur Terre 2 secondes. Je sens venir l'objection logistique. Bah oui, 1 heure. Une routine de 60 minutes quand on est, disons, un parent célibataire, avec des emplois du temps surchargés, les enfants à gérer, les embouteillages. C'est écrasant. C'est le meilleur moyen d'abandonner au bout de 3 jours par épuisement. Si l'on relie ça à une vision plus globale, le but de l'auteur n'est pas la rigidité. C'est pour ça qu'il a créé la version du Miracle Morning en 6 minutes. 6 minutes? Genre 1 minute par pratique. Exactement. C'est la malléabilité totale du concept. 1 minute de silence, 1 minute d'affirmation, 1 minute de visualisation, 1 minute de pompe ou de saut, 1 minute de lecture d'une page et 1 minute pour écrire un truc pour lequel on est reconnaissant. En gros, c'est comme faire chauffer le moteur de sa voiture en hiver. On roule pas direct à 130, on laisse l'huile circuler. C'est un préchauffage mental. Parfaitement résumé. L'objectif profond, c'est juste d'avoir une activité proactive qui améliore l'univers intérieur. Peu importe l'ordre ou la durée exacte. Tu rends l'inertie et tu gagnes la première bataille de la journée. Ok, gagner un jour, c'est bien, mais ancrer l'habitude, c'est une autre paire de manches. Le texte parle du défi des 30 jours pour surmonter la résistance naturelle au changement. Et j'adore leur honnêteté brutale. La phase 1, les jours 1 à 10, est décrite comme littéralement insupportable. Et c'est normal. Le corps cherche l'homéostasie, l'équilibre de ses systèmes. Changer drastiquement son rythme, c'est vu par le cerveau primitif comme une menace pour la survie, pas comme du développement personnel. Le corps rejette la nouveauté. Il crée de la fatigue artificielle pour nous renvoyer sous la couette. C'est ça, le déficit temporaire de dopamine. Comprendre que c'est de la biologie et pas une faiblesse de caractère, c'est essentiel pour tenir ces 10 premiers jours. Ça déculpabilise pas mal. Mais en parlant d'inconfort, il faut qu'on parle de ce bonus incroyable du texte. L'exercice de l'email qui change la vie. C'est terrifiant. Ah oui, l'email aux 23 personnes. 23, le chiffre fétiche de Michael Jordan, en passant. Le gars explique qu'il a envoyé un email à ses ex, ses amis, ses anciens patrons, pour leur demander un retour brutalement honnête sur ses faiblesses. Je sais pas pour toi, mais demander à ses ex ou à son boss de pointer tous nos défauts, noir sur blanc, c'est le niveau maximum du malaise. Cela soulève une question importante. Est-ce qu'on est vraiment prêt à sortir du club des 95% ? Parce que la majorité, les 95%, préfèrent largement accepter la médiocrité et garder une image protectrice d'eux-mêmes qui justifiait leurs échecs. Protéger son ego, quoi. Voilà. En faisant cet exercice, l'auteur a détruit volontairement son ego. La transparence radicale. Ce malaise temporaire, cette douleur aiguë de lire ses propres défauts, tout comme la douleur de se lever à 5 heures du matin, c'est le prix d'entrée en fait. C'est le péage incontournable pour une vie extraordinaire. On choisit sa douleur. Celle de la discipline aujourd'hui ou celle du regret dans 10 ans. C'est très joliment dit et c'est très juste. Et ça nous ramène, pour clôturer cette analyse, à cette citation d'Albert Einstein qui est évoquée dans le texte. Il disait, en gros, qu'il y a 2 façons de vivre. L'une comme si rien n'était un miracle, et l'autre comme si tout en était un. Et choisir de voir le miracle, c'est réaliser le privilège inouï qu'on a d'avoir un cerveau capable de se recabler et de ne pas le gâcher dans des excuses. Exactement. Et la question qu'on a envie de laisser en suspens, pour que chacun puisse y réfléchir de son côté, c'est que se passerait-il si, dès demain matin, la première pensée de la journée n'était pas dictée par le stress ou l'urgence du quotidien, mais par un sentiment d'urgence absolue à construire cette vie de niveau 10. C'est le moment de la bascule. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.